Guérison intérieure. Bienvenue dans le podcast qui vous accompagne à transformer votre relation à la mort et à la maladie longue pour faire émerger tout votre potentiel de guérison. Le fil de la vie forme des boucles à l'infini. À travers vos témoignages, vos partages, je mets en écho ces boucles et vos récits pour servir notre éveil à la vie. Nous parlons de nos doutes, de nos peurs, de ce qui nous donne confiance, de ce qui nous nourrit, de notre parcours de résilience. Comment traverser le plus sereinement possible notre vie, quelles que soient nos épreuves? Comment trouver la force d'avancer? Comment arrêter de ressasser? Comment tisser notre nouveau maillage intérieur avec les fils que l'on récupère en chemin? J'espère de tout cœur que vous trouverez dans cet espace de quoi nourrir ces questionnements, de quoi nourrir votre corps et votre âme de force et de calme pour progresser vers plus de sérénité. Je m'appelle Adèle, accompagnante dans le fil de votre vie. Ma mission est de vous permettre d'ouvrir plus de place à la légèreté, au calme et à l'apaisement dans ces périodes de tumulte. Pas à pas, vous apprendrez à apprivoiser la peur et la maladie afin de pouvoir vivre et évoluer avec. Aujourd'hui, j'accueille Anna qui va venir nous parler du rôle des ressources humaines dans l'accompagnement du retour à l'emploi. Ça me paraissait un thème très important. Anna l'a traité dans son mémoire par rapport à des collaborateurs ayant une maladie chronique, mais ça fait le rapprochement aussi, et je lui poserai des questions par rapport à ça, le retour après une étape de vie, que ce soit le deuil, la maladie, ou que ce soit même une naissance. Comment accueillir ça dans l'entreprise pour que ça se passe au mieux de tous les côtés? Avant de l'accueillir, j'avais envie de faire un petit parallèle avec les émotions, nos émotions. Peut-on réellement séparer les émotions de nous? Peut-on réellement penser qu'au travail, on est une autre personne et qu'à la maison, on est soi-même? Par là, j'ai envie d'aller vers la question de l'éponge. Comment ne pas être la proie des émotions? Comment ne pas se laisser manger par les émotions des autres? Apprendre à laisser circuler, accueillir, écouter nos besoins personnels et les dissocier de ceux des autres. Pourquoi autour de l'emploi spécifiquement? Parce que très souvent, on a cette tendance de dire faut séparer le pro du perso, surtout pour pas se laisser envahir justement. Je trouve que c'est beaucoup plus mitigé que ça. C'est pas séparer le pro du perso qui va nous permettre de ne pas se laisser envahir en fait. C'est simplement savoir identifier nos besoins et les dissocier du besoin des autres. Et savoir identifier nos émotions et être en capacité de les faire circuler pour ne pas se laisser entraver par nos émotions, mais aussi pour ne pas qu'elles entravent les autres, tout comme on n'a pas envie que les émotions des autres nous entravent. Et du coup, que nos émotions n'impactent pas notre travail. Donc voilà, c'est toutes ces questions que je vais essayer un petit peu de commencer à démêler. Et après, on accueillera Anna qui est très spécifique au niveau de ce sujet. Comment m'est venue cette idée de thème? C'est parce que j'ai eu pas mal de retours de personnes qui me posent la question. Mais Adèle, comment tu fais avec tous ces témoignages, tout cet univers pour ne pas être déprimée? Recevoir tous ces témoignages, parler de tous ces sujets qui nous animent en fait au quotidien, parce que c'est la vie qui nous traverse encore une fois, ça me nourrit. Et comment je fais pour pas me laisser happer? Bien sûr, je prends ce qu'il y a à prendre, c'est-à-dire que la dernière fois, j'ai reçu un témoignage magnifique dont je n'ai pas encore fait quelque chose parce que il était sur 6-7 pages.
Du coup, je me suis dit que ça tomberait un peu à plat de faire une seule lecture et donc je suis en train de réfléchir à en faire quelque chose de plus grand. Quand j'ai lu ce récit, j'ai laissé circuler en moi l'émotion, je l'ai laissé sortir parce qu'effectivement, ça fait écho. Ça fait écho et si j'étais à la place de... Pour autant, c'est pas mon histoire. Ce qui m'a énormément touchée, c'est de recevoir derrière toute la confiance dont la personne m'a fait preuve pour me fournir ce témoignage. Et ça, c'est valable dans tous les témoignages que j'ai à chaque fois. La confiance que vous me donnez, c'est tout simplement énorme. Et c'est peut-être ça qui me nourrit au fond. C'est cette confiance que vous venez m'apporter et me livrer sur un plateau, j'ai envie de dire, pour qu'après, moi, je fasse circuler. Si j'en reviens à la question comment ne pas éponger, ce serait peut-être se poser la question qu'est-ce que ça me renvoie à moi? Qu'est-ce que ce récit, qu'est-ce que cette histoire me renvoie? Bien sûr, c'est l'identification. Si moi je perdais un enfant ou si moi je perdais mon compagnon ou s'il m'arrivait d'avoir un cancer ou voilà, ça c'est la question, la première question évidente, on va dire. Moi ce que je vous dis, c'est d'aller voir derrière. Quelle est la peur qui se cache derrière cette question? Identifier tout ce qui peut se cacher derrière cette question et tout ce qui peut vous faire peur. Parce qu'à partir de là, vous pouvez travailler sur vous et décortiquer et faire circuler et ne plus prendre pour vous. On est en capacité de travailler sur nous-mêmes, on n'est pas en capacité de travailler sur les autres. Ça, c'est vraiment la base. Vous devez déjà l'avoir entendu très souvent. Mais c'est vrai que c'est une base à laquelle j'aime bien revenir parce que vraiment, tout le potentiel, il est en nous. Chacun de nous, on a le potentiel. Et se poser la question, à quelle peur me renvoie ce récit chez moi? C'est un moyen en fait d'aller travailler les peurs, d'aller les apprivoiser et non pas de les gommer, comme je le dis souvent. Une peur, peur des araignées, je peux vous le dire, ça se travaille. J'avais une phobie des araignées que j'ai pu travailler. Il y a des peurs comme ça qui se matérialisent sur une personne, un objet, qui peuvent se travailler. La peur fondamentale qui est la peur de disparaître, la peur de la mort, elle est toujours plus ou moins présente. Et c'est à elle que se raccordent toutes nos peurs. En décidant de petit à petit aller identifier toutes ces petites peurs qui peuvent être déconstruites, on en vient à apprivoiser cette peur principale. On en vient à lui donner la main finalement pour dire on avance ensemble. On avance, on n'a pas le choix, on est ensemble, on avance ensemble dans la vie et on s'empêche pas de vivre en fait. Au contraire, on se stimule pour aller vivre pleinement ce qu'on a envie d'aller vivre. N'hésitez pas à me faire vos retours par rapport à ça. Est-ce que ça vous aide en fait d'avoir ces questionnements? Est-ce que ça vous aide au quotidien d'avoir ce questionnement, par exemple au travail? Quand vous imprégnez peut-être l'ambiance ou l'humeur du travail, quand vous imprégnez l'humeur d'un compagnon, d'une compagne, d'un ami, etc. Est-ce que cet exercice vous permet d'aller au-delà, d'identifier déjà ce qui se passe en vous pour pouvoir petit à petit le déconstruire? Ça, c'est une question à laquelle j'aimerais bien avoir des retours. Donc voilà, maintenant je vais accueillir Anna qui va pouvoir nous partager son expertise des ressources humaines. Bonjour Anna et merci d'avoir répondu présente pour cette interview. J'ai été ravie de te découvrir du coup à travers les réseaux
Ravie que tu rebondisses sur mon invitation, sur ce sujet qui finalement est très peu abordé. Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais te présenter, nous parler de ton parcours? Oui, alors moi c'est Anna effectivement, je suis très contente déjà d'être là parce que c'est une comme je te disais, c'est une problématique qui me tient à cœur, c'est une thématique qui me tient à cœur, et donc du coup, moi je suis, aujourd'hui fondatrice de mon propre cabinet. J'ai monté un cabinet en conseil et en stratégie, ressources humaines. Avant, dans une de mes fonctions, effectivement, j'ai été sensibilisée sur la longue maladie au travail. En gros, j'étais, justement chargée de ça dans une société où, je devais, sensibiliser et mener des actions de sensibilisation justement sur la longue maladie. Donc j'ai fait ça, pendant 1 an et donc c'est un sujet sur lequel j'ai été sensibilisée, que j'ai pris un peu aussi à cœur, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de choses à faire en entreprise, sur ce sujet-là. D'accord, et c'est donc au travers de ton expérience professionnelle que tu as particulièrement développé ce sujet de la longue maladie? Tu as fait, ton mémoire dessus, c'est ça? Exactement, j'ai fait mon mémoire de première année de master, là-dessus parce que justement sur l'année où j'ai travaillé en entreprise, sur ce sujet-là, j'ai fait un mémoire là-dessus et je trouvais intéressant d'apporter justement une réflexion sur quel est notre rôle en tant que RH justement sur ce sujet-là? Parce que je me suis rendu compte que très peu de choses sont faites, voire aucune en entreprise, alors que c'est quand même quelque chose, qui peut arriver dans une vie, et lorsqu'on y est confronté, ben, il y a tout un process à mettre en place qui n'est pas aujourd'hui forcément suivi ou les RH ne sont pas forcément sensibilisés justement sur cette thématique-là. Du coup, est-ce que c'est le rôle uniquement des ressources humaines? Comment? Alors, pour le coup, c'est pas le rôle principal des ressources humaines. Je pense pas qu'on est les seuls à être sensibilisés là-dessus. Je pense que ça revient de notre responsabilité aussi, mais c'est carrément tout un environnement et un écosystème qu'il faudrait créer justement autour de la maladie. Je pense que le fait que ce soit de la maladie, ça touche également le corps médical. Il y a aussi, quand je parle de corps médical, c'est le médecin du travail, mais aussi le psychologue du travail, parce qu'on se rend compte qu'il y a une atteinte psychologique aussi à la longue maladie, du patient, mais aussi de toutes les personnes qui sont autour du patient, donc ses collègues, son manager. Je pense que c'est carrément un écosystème à créer autour de cela, et les RH en font partie parce que nous, on gère l'humain en entreprise et que c'est quelque chose qui peut arriver dans la vie d'entreprise d'un humain. Donc oui, il faut qu'on soit impliqué, là-dedans. Actuellement, qu'est-ce qui est mis en place dans les entreprises? Qu'est-ce que toi tu mets en place, par exemple? Actuellement, ça dépend. Aujourd'hui, il y a pas vraiment d'obligation, à une entreprise sur le sujet d'accompagner la longue maladie en entreprise. Il n'y a pas forcément d'obligation légale. La seule chose qui est, imposée, c'est l'obligation médicale, donc du suivi médical. C'est-à-dire que la personne doit voir le médecin du travail, doit en informer le médecin du travail et d'ailleurs, c'est une parenthèse, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont cette peur, d'annoncer leur maladie en entreprise. Ils ne sont pas obligés de le faire. La loi, impose le fait de justifier son absence en disant: «Je suis malade» ou «J'ai un certificat médical», mais la loi n'impose pas le fait de dire quel type de maladie qu'on a. Donc c'est quelque chose qu'on peut laisser dans le privé. Mais en fait, moi, mon sujet justement, il ne devrait pas avoir de tabou là-dessus. Les gens devraient se sentir forcément justement à l'aise de le dire et avoir une part justement comment dire ça? Une liberté de s'exprimer sur leur maladie sans qu'ils se disent que ça va créer quelque chose chez leur manager ou dans leur équipe. Et c'est sur ça que j'ai surtout travaillé, c'est sensibiliser les gens là-dessus, sur le fait qu'il faut qu'on en parle de plus en plus pour que ça arrête d'être tabou. Déjà, je pense qu'il y a ce premier travail-là parce que la maladie en France surtout est toujours quelque chose, de très tabou. C'est un peu comme l'argent, les gens en parlent pas et le fait qu'on n'en parle pas, ben, du coup, les gens qui y sont confrontés ne savent pas à qui en parler et de la façon dont ils doivent le faire.
et ça, je trouve ça triste parce que c'est une période de notre vie qui peut être assez difficile à vivre, donc on a besoin d'un entourage, bienveillant lorsqu'on la vit. C'est vraiment ça. Faire en sorte que ce soit moins tabou. Et le fait que ce soit accepté et reconnu, qu'on puisse en parler, ça libère vraiment, je pense, en vue de sa propre guérison quand on est malade. Exactement, parce que, ça a été reconnu que dans la guérison d'une maladie, le mental y joue beaucoup, pour beaucoup. Et moi, ce que je disais et j'appuyais sur ce point-là, c'est qu'on peut pas souvent en entreprise, surtout sur la maladie, on a l'impression que l'entreprise n'a aucune responsabilité, surtout si pour eux, c'est quelque chose qui relève du privé. C'est que la personne peut-être je parle par exemple de la dépression, qui a été reconnue comme une maladie. La dépression, si c'est des choses qui sont dans le cadre du privé, de la vie personnelle, l'entreprise se dédouane de toute responsabilité. Alors que, moi, je pense pas qu'on peut dédouaner une entreprise totalement de ce type de maladie-là, parce que la personne y passe énormément de temps durant sa vie. Donc, je pense qu'il faut que les entreprises aussi prennent leurs responsabilités, qu'ils accompagnent et qu'ils peuvent pas se dédouaner de cette façon-là, parce que ça joue aussi sur, l'écosystème de la personne. Parce que la personne est dans une équipe, cette équipe-là apprend que cette personne-là est malade, donc il y a aussi un impact psychologique sur l'équipe, il y a un accompagnement à faire au-delà du patient, hein, aussi sur les personnes qui l'entourent. Qu'on libère la parole. Par exemple, il y a quelque chose que j'avais soumis en idée, c'est d'établir des groupes de travail ou des groupes, d'accompagnement psychologique, Oui. où on permettrait aux équipes de s'exprimer de manière très libre, sur le sujet, faire en sorte que chacun exprime ce qu'il a sur le cœur et qu'on arrive à le suivre, et c'est pas qu'une fois, c'est-à-dire que ça doit être quelque chose qui soit peut-être de manière récurrente, dans le temps, peut-être sur 3 ou 4 mois, qu'on puisse laisser la parole, avec un psychologue, par exemple, du travail, aux équipes qui entourent le patient. Là, tu as soulevé un point sensible, la notion de récurrence dans l'accompagnement et du coup la question de l'efficacité en parallèle. Pour moi, on gagne en temps et en efficacité à prendre ce temps-là. Toi, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Je pense que déjà, il y a une fausse idée du fait que maladie égale, heu, plus du tout de productivité. C'est un peu comme le congé maternité. Le congé maternité, c'est aujourd'hui toujours tabou, mais on commence à en parler et on commence à avoir des vraies solutions qui sont mises en place, en entreprise. Mais se dire que la personne sera absente, ça veut dire que, du coup, la charge de travail va être répercutée sur les autres ou qu'il faut recruter. Donc déjà, il y a ce sujet-là ben, la personne est malade, du coup, c'est une absence et on s'arrête juste à ça. Mais je pense que comme le congé maternité, c'est quelque chose qui s'accompagne. C'est-à-dire que la personne est malade, OK, mais justement le fait d'accompagner cette personne-là durant sa maladie fait qu'elle peut revenir aussi plus vite en entreprise parce que justement on lui aura donné les moyens nécessaires de revenir plus vite. Et puis au-delà de ça, et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de carrément créer une équipe autour de la maladie, surtout, avoir un binôme. Je pense que le médecin du travail, c'est vraiment la personne référente, pour accompagner cela. C'est comment faire en sorte que, on arrive à identifier un calendrier de son absence. Ouais. Parfois, c'est très difficile, mais on peut avoir au moins un calendrier prévisionnel. C'est-à-dire que, et c'est là qu'il y a et c'est pour ça qu'il y a une relation de confiance qu'il faut se créer parce que le médecin du travail ne peut pas nous donner certaines informations, parce qu'il est sous, le cadre, un peu privé de sa fonction qui fait qu'aussi il est sous la confidentialité. Mais si la personne autorise le médecin du travail, parce qu'il est dans une relation de confiance avec l'entreprise, à donner certaines informations à l'entreprise pour que nous, après, on arrive à créer un calendrier prévisionnel qui fait en sorte qu'on accompagne l'absence en peut-être prenant, de l'intérim, du CDD ou peut-être en essayant de répercuter la charge de travail sur l'équipe, mais essayer de leur faire comprendre que ça va être du prévisionnel. Enfin, il y a plein de choses après qui se mettent en place si la relation de confiance déjà est établie avec le patient, donc en lui donnant
assez confiance et étant dans la bienveillance pour qu'ils se disent: «Ben, OK, je peux envisager une absence maladie qui va pas me peser, qui va pas avoir un impact aussi sur mon travail». C'est cette relation-là de confiance se construit au tout début pour qu'après ça nous facilite aussi, l'agencement de son absence en entreprise. Parce que oui, j'entends aussi le fait qu'une entreprise a besoin d'une ressource humaine, et que cette ressource humaine-là, par la maladie, va être absente. Donc je peux entendre qu'il y a aussi un enjeu économique derrière. Mais je pense que l'enjeu économique s'accompagne aussi dès le début en travaillant sur la relation de confiance avec la personne et en travaillant aussi sur la bienveillance qu'on va lui accorder pour qu'elle se sente après à l'aise de nous communiquer les informations nécessaires pour qu'on accompagne l'absence derrière, en entreprise. Tu travailles aussi en Côte d'Ivoire, du coup. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de la différence culturelle dans ces thèmes-là de la mort et de la maladie? Alors je vais prendre avec des pincettes les informations que je vais donner parce que comme, je le disais, je suis pas forcément originaire de la Côte d'Ivoire et j'y suis depuis, 5 mois donc c'est assez récent. Mais effectivement, déjà dans les premières choses que j'ai pu constater, c'est que, c'est pas aussi tabou la maladie et la mort ici que, en France. En France, on a du mal à parler de la mort parce qu'on se dit, que si on en parle, ça peut arriver. Alors que tout le monde sait que ça peut arriver. Et donc du coup, heu, ne pas en parler, c'est un peu repousser le sujet à plus tard, et c'est d'ailleurs peut-être plus difficile après de le vivre. Parce qu'on n'a jamais en parlé, donc on est un peu dans un déni et donc du coup, quand la chose se présente à nous, ça peut être compliqué de l'encaisser. En Côte d'Ivoire, je trouve qu'effectivement, alors il y a je pense que c'est je j'ai pas envie de m'avancer là-dessus. Je sais pas si c'est pas tabou ou pas, mais en tout cas, les gens en parlent plus facilement, parce que c'est carrément quelque chose aussi de culturel. Il y a toute une organisation derrière, les funérailles. Il y a une façon de dire, d'exprimer sa peine, aussi qui est différente de la France. Et donc du coup, je pense que, ça fait l'enjeu culturel aussi fait que ce soit plus facile pour des personnes d'en parler ou pas. Et je pense que oui, en France, ce qui est compliqué, parce que je connais beaucoup plus la France pour le coup, c'est qu'en France, ce qui est compliqué, c'est que comme je te disais, le fait d'en faire quelque chose de très tabou, c'est que les gens n'y sont pas préparés. Et doivent le vivre, ben, de façon un peu inconnue. C'est un peu comme quand, tu prépares un voyage et quand tu ne le prépares pas. Il y a tout de suite une différence. Quand tu prépares un voyage, tu sais anticiper les choses qui vont arriver durant ce voyage-là et donc du coup, tu es plus prêt, émotionnellement ou même, de manière, pratique, tu es plus prêt à le vivre. Alors que quand on en parle un voyage, quand tu le fais et que tu ne l'as pas forcément préparé, ben, tu te confrontes à peut-être beaucoup plus de difficultés durant ton voyage parce que tu n'as pas anticipé, parce que tu n'as pas, prévu de manière pratique les choses et cetera. Donc tu te confrontes à beaucoup plus de difficultés. Ben, je pense que la maladie et la mort, c'est un peu la même chose. Le fait de ne pas en parler fait qu'on se confronte à beaucoup plus de difficultés de l'accepter. Ah oui. Et de le et de le vivre aussi, de savoir comment le vivre. Je pense pas qu'on peut anticiper comment on va le vivre, mais le simple fait de s'y préparer déjà psychiquement, je pense que ça y joue pour beaucoup. Aujourd'hui, sur quoi tu travailles? Est-ce que tu es centré uniquement sur cet aspect de la longue maladie? Je travaille sur tous les niveaux. Aujourd'hui, je travaille sur le côté stratégique des ressources humaines en entreprise. Je travaille aussi sur du recrutement, de la formation et cetera. Mais je pense que j'aimerais sensibiliser de plus en plus les entreprises à justement, quand ils sont confrontés à cela, à avoir les bons réflexes. Parce que ça s'inscrit aussi dans la stratégie des ressources humaines, hein. Parce que comme je te disais tout à l'heure, le simple fait d'avoir une stratégie des ressources humaines qui prend en compte cette phase de vie du salarié qu'il peut rencontrer, c'est mettre en place aussi des actions d'anticipation Ah de oui. cette phase de vie. Donc ça rentre en compte dans l'accompagnement stratégique des ressources humaines, parce que ça voudrait dire qu'on anticipe ce risque.
Mmh. je mets des guillemets au risque, mais ce risque-là, parce qu'on sait après, on est armé après pour savoir comment l'accompagner. Moi, j'ai vu beaucoup de fois en entreprise, j'ai connu, le décès il y a pas t l'année dernière, j'ai connu le décès d'une, personne d'une équipe et du coup qui était proche. On s'était fréquenté quelques mois, mais ça m'a fait quelque chose et je me suis dit: «Waouh, c'est assez, c'est assez intense quand même à vivre». Parce que c'est des choses bêtes, mais voir le bureau de la personne vide alors il était occupé il y a quelques jours, ça fait bizarre. Ouais. Devoir vider son casier parce qu'on sait qu'elle reviendra plus, ça fait bizarre. Accompagner les collègues, qui parlaient avec elle de manière récurrente, ben, on sait pas quel mot avoir, on sait pas quelle posture avoir. C'est assez compliqué. Donc je pense que s'y préparer, c'est aussi se permettre d'avoir des réflexes, parce que dans ces moments-là, on sait pas comment agir. L'émotionnel prend beaucoup le dessus, donc avoir des réflexes un peu automatisés, ça permettrait déjà d'éviter de faire des choses mal, de pas avoir les bons mots, de pas avoir la bonne posture et cetera. Donc moi, je pense qu'il y a un vrai travail d'anticipation, et à faire et puis je pense qu'il y a un sujet aussi qui sera pas le sujet du podcast aujourd'hui, mais il y a une vraie aussi piste de réflexion sur comment accompagner les ressources humaines. Ouais. Parce que souvent, c'est nous qui avons la responsabilité d'accompagner les collaborateurs, mais nous, il y a un impact psychologique aussi. On reste des humains. On reste des humains et ça, c'est compliqué aussi à le vivre parce que des fois, ça nous touche personnellement, parce que c'est quelqu'un qu'on fréquentait personnellement et donc du coup, on a la double casquette, c'est-à-dire on doit accuser le coup en tant que personne, mais on a quand même la responsabilité d'accompagner derrière. Donc accompagner la famille, faire en sorte que les funérailles se passent au mieux, qu'on ait un mot de l'entreprise pour représenter ou que souvent c'est nous qui allons représenter l'entreprise aux funérailles, de la personne si la famille l'autorise. Enfin, on a quand même tout ça à mettre en place, mais il y a personne qui nous accompagne nous. Aussi, il y a un accompagnement de la fonction RH sur ce sujet-là, qui doit être mis en place. Oui, ça c'est super important, c'est vrai. Donc voilà, donc je pense qu'il y a tout un sujet et oui, sur la partie stratégique des ressources humaines, je pense il faudrait intégrer cette partie-là, même si c'est pas la partie la plus joyeuse de la fonction, mais c'est quelque chose qui arrive dans la vie d'un salarié. Ça peut arriver, d'un collaborateur. C'est une partie qui est super importante en fait. Et du coup, vous accompagnez quel type d'entreprise? Les grosses plutôt? Nous, principalement, on aide les PME à fort potentiel. C'est notre cible principale. Mais oui, je suis ouverte à toute entreprise. J'ai travaillé en fait, ce que je connais le mieux, j'ai travaillé dans pas mal de grands groupes. Donc, c'est ce que je connais le mieux. C'est dans ces entreprises-là aussi que j'ai appris justement la fonction, ressources humaines. Oui, je suis pas fermée, à travailler avec des grands groupes. Surtout sur cette partie-là, parce que je pense que c'est sur cette partie-là généralement que, la maladie, la grosse maladie, enfin la longue maladie et le gros travail d'accompagnement de la longue maladie se fait aussi au niveau des grosses entreprises qui aujourd'hui, c'est un peu, dissimulé dans la masse, quoi. Chaque service traite, chaque RH de service traite un peu au fil de l'eau et il y a des différences de traitement du coup, parce que ça dépend de la sensibilisation du manager, ça dépend de la sensibilisation du RH. Je pense il y a carrément des process à mettre en place pour qu'on arrive à traiter au même niveau chaque personne, et qu'il y ait pas des personnes qui soient lésées parce que juste le manager n'est pas forcément sensibilisé ou le RH n'est pas forcément sensibilisé sur cette, question-là. Une question un peu plus personnelle. Comment tu arrives, alors, pas à séparer, parce que moi je trouve qu'on sépare trop justement le pro du perso, mais comment toi t'arrives à imbriquer ces deux parts en toi, ajuster ton rôle professionnel au personnel finalement, et ton rôle d'humain, tout simplement. Alors pour le coup, comme je te dis, je l'ai vécu l'année dernière avec une, personne, qui a décédé en plus de manière brutale. C'était une jeune en plus, hem, qui était en plus, dans une équipe, d'alternants que j'accompagnais et donc du coup cette personne-là, je l'accompagnais de près. Donc je l'ai vécu, moi je pense qu'il faut surtout pas se dire qu'il faut séparer les 2.
Je pense qu'il faut accepter que sur ce point de vue-là en plus, que le perso et le pro se mélangent. Donc il faut savoir exprimer ses sentiments. Il faut pas se dire: «Comme je suis RH et que j'ai la responsabilité de le gérer, qu'il faut pas que j'arrive à exprimer mes émotions». Moi, je pense que justement, ça a un impact assez fort de voir que la RH pleure, qu'elle laisse, justement, la place à l'émotion et que du coup, les autres personnes peuvent laisser aussi la place à l'émotion parce on n'est pas des robots, on est des humains, on vit les choses, et je pense que ça peut être, justement intéressant et impactant de se laisser justement vivre l'émotion, accuser le coup, et dire aux autres que c'est OK. Il faut pas que demain on fasse comme si de rien n'était. Et je pense que ça, on a du mal à le faire. Je pense qu'on a du mal à se dire, ben, comme on laisse place à l'émotionnel, c'est-à-dire qu'on n'est pas pro, alors que ça n'a rien à voir. Sur une situation comme ça, c'est difficile à le vivre et je pense qu'il faut savoir laisser la place à l'émotion. Il faut savoir tous se mettre autour d'une table et se dire, ben, si on a envie de pleurer, on pleure parce qu'on vient d'apprendre le décès brutal d'une collègue, quoi. Et je pense que surtout cette question-là, il faut surtout pas se dire: «OK, il faut que je sois que professionnel». Non, je pense qu'il faut savoir se dire que il faut se laisser aller à l'émotionnel, qu'il faut savoir en parler. Après, il y a des choses et c'est pour ça que je parlais de réflexes derrière, c'est qu'il y a des choses après à mettre en place pour que bien sûr le pro suive. Donc il faut savoir aussi avoir des réflexes pro, mais il faut aussi se laisser le temps d'accuser le coup, et pas s'estimer surhumain parce que souvent on a un choc émotionnel après qui peut être, plus difficile à gérer. Merci de le dire comme ça fait vraiment du bien à entendre. C'est super de montrer l'exemple, de pouvoir lâcher, laisser paraître l'humain. Justement, je pense que vraiment pour les personnes que tu côtoies, que tu accompagnes, c'est super important. On parle souvent aujourd'hui d'engagement, de fidélisation des entreprises, des choses qui sont mises en place, on parle de corbeille de fruits, on parle de fait d'avoir des avantages dans des clubs de sport et cetera. Moi, je pense que sur ce genre de petites choses-là, c'est comme ça qu'on arrive à démontrer qu'un collaborateur est important pour l'entreprise. Mmh. Je pense que c'est sur des choses comme ça qu'on arrive à vraiment créer du lien avec les collaborateurs. Je pense que c'est là qu'on arrive à montrer que l'entreprise est pas qu'une boîte à faire des sous, qu'il y a il y a une véritable stratégie ressources humaines Mmh. derrière. Je pense qu'il faut surtout pas oublier que dans le mot ressources humaines, il y a humain. C La fonction et c'est d'ailleurs c'est pour ça que j'ai monté mon cabinet. Je mets un peu le pied dans le plat, mais la fonction RH se tourne de plus en plus sur le côté ressources et pas sur le côté humain. Parce qu'il nous est demandé de plus en plus d'avoir, ce côté stratégique, ce côté économique, mais on oublie trop souvent l'humain dans notre fonction et moi, c'est quelque chose qui me déplaisait en entreprise et c'est pour ça que j'ai monté mon cabinet parce que je veux surtout pas oublier l'humain derrière. J'adore ce que je fais, j'adore les ressources humaines, mais j'adore les ressources humaines parce que justement il y a le côté humain, et que j'adore accompagner l'humain et je pense que les entreprises auront beaucoup plus à gagner à faire attention à ce genre de détails que, en investissant énormément d'argent sur, des corbeilles de fruits ou des coachs sportifs qui viennent faire, du yoga, tous les matins avec nos salariés, quoi. Je Mmh. pense que sur des petites choses comme ça, ils vont gagner beaucoup plus en attachement et en lien avec le collaborateur parce que je suis sûre et certain que le collaborateur se rappellera toujours de sa RH qui, l'a prise dans une, salle et qui lui a dit: «Si tu veux pleurer, pleure», que de sa RH qui lui aura dit: «Ben, il y a des fruits, voilà, tu te sentiras bien». Oui, ça fait limite un peu rigoler dit comme ça. Je suis très caricaturale, mais c'est triste à dire mais j'ai envie que ça marque et ça impacte d'autres RH à se dire que on a un côté humain dans notre fonction et qu'il faut pas l'oublier et l'émotionnel, accueillir l'émotion, ça fait partie de notre travail, D'accord, ouais. surtout sur le sujet de la longue maladie. On arrive bientôt à la fin. Qu'est-ce que tu aurais envie d'ajouter? C'est un peu ce que je viens de dire. Je pense qu'il faut, dans une entreprise aujourd'hui et c'est pour ça que la fonction RH, c'est une belle fonction, parce qu'elle évolue, parce que l'humain évolue. Et c'est ce qui est très intéressant dans notre fonction, c'est qu'on
notre fonction bouge de manière constante parce que l'humain bouge de manière constante. Et c'est ce qui est beau dans la fonction, mais je pense qu'il faut se mettre un peu aussi au niveau de justement de ces évolutions de l'humain. Je pense que tu vois sur par exemple le sujet de la longue maladie, les générations évoluent et que ça devient de plus important pour ces générations-là d'être écoutées, surtout en entreprise. Les nouvelles générations n'accusent pas, je pense, le sujet de la maladie de la façon dont certaines générations le recevaient, et le vivaient. Je pense que les nouvelles générations le vivent différemment. Ça devient de moins en moins de sujets deviennent tabous pour les générations qui sont aujourd'hui Z, Y. Les sujets sont de moins en moins tabous. Donc, par exemple, le sujet de la mort et de la maladie, c'est un sujet, je pense, qui va devenir de moins en moins tabou au fil du temps. Donc, je pense que les entreprises doivent se charger de justement d'accompagner cette nouvelle génération à le vivre de manière totalement différente. Et on doit se mettre au niveau justement de cela, d'accompagner les personnes au fait que ben, le sujet de la maladie, de la mort, ben, ne doit plus être tabou en entreprise. Donc moi, je pense qu'il y a un vrai sujet de réflexion, c'est comment en tant que personne individuelle, que ce soit qu'on soit RH, qu'on soit dirigeant d'entreprise, qu'on soit juste salarié, qu'on soit juste un humain dans la société. C'est comment on essaye aussi de vivre avec son temps et d'accompagner cette évolution-là. Parce qu'on a tous une responsabilité, surtout sur le sujet de la longue maladie. On n'a pas parlé des aidants, mais par exemple, le sujet des aidants, ça commence de plus en plus à évoluer. Heu donc oui, comment nous, on se responsabilise et comment on apporte aussi notre contribution à ce sujet-là. Comment on peut te retrouver sur les réseaux, sur ton site peut-être? Anna de Hauteur, c'est mon nom, donc sur LinkedIn. Il y a aussi le nom de mon cabinet qui s'appelle Le Filtre, qui porte bien son nom parce que du coup, nous, on se veut être un filtre pour les entreprises justement pour, faire en sorte d'apporter le meilleur aux entreprises et la solution idéale. Donc on est sur LinkedIn, on est sur Instagram aussi, Anna de Hauteur sur Instagram et Le Filtre sur Instagram, qui est mon cabinet. Donc voilà, c'est nos 2 réseaux, les 2 réseaux qu'on utilise principalement aujourd'hui, Instagram et LinkedIn. En tout cas, merci vraiment pour ta présence aujourd'hui, pour ton état d'esprit, pour tout ce que tu nous as transmis aujourd'hui. Mais ça fait plaisir d'en parler, ça fait plaisir de justement d'avoir libéré la parole, comme je le dis, sur ce sujet-là, donc c'était un grand plaisir et puis, surtout les personnes qui nous écoutent, si elles ont des questions ou des recommandations, n'hésitez surtout pas à m'écrire, je réponds à tous les messages, dans le temps qu'il faut, mais je réponds à mes messages. Bah, merci beaucoup. Merci à toi. Nous arrivons en fin d'épisode. Je vous propose aujourd'hui de réfléchir à votre travail, que ce soit de l'entrepreneuriat, du salariat, que ce soit du bénévolat, c'est aussi du travail. La notion de travail, je la vois au sens très très large, c'est-à-dire que tout le monde, à son niveau, travaille. J'aimerais que dans cet exercice, vous vous limitiez pas au travail salarié ou au travail rémunéré. J'aimerais que ça aille un peu plus loin. Ce que j'aimerais vous amener à faire aujourd'hui comme petit exercice, c'est vous poser la question sincèrement, au fond de vous, à quoi j'aspire quand je parle de travail. Que ce soit du salariat, du bénévolat, de l'entrepreneuriat. Quel est pour vous l'endroit où travail et plaisir se rejoignent? Donc vraiment vous poser cette question, ressentir en vous, est-ce que c'est l'ambiance dans votre travail qui vous plaît? Est-ce que c'est le sens que vous y mettez? Est-ce que c'est le fait justement de pouvoir couper et de dire bah là je vais au travail mais quand je rentre je suis complètement tranquille et je fais ce que je veux? Ça peut être vraiment tout. Ça dépend ce que vous voulez.
Donc aujourd'hui, ce que je vous invite, c'est vraiment à se poser cette question. Est-ce que je suis au bon endroit dans mon travail, quel qu'il soit? Est-ce que j'ai envie d'aller autre part? Autrement? Est-ce que j'ai envie d'y aller autrement? Ça peut être juste simplement quelques petits réajustements dans le milieu du travail qui peuvent vous aider à avancer. Ça peut être juste des discussions des fois qui permettent d'ouvrir simplement et de se rendre compte que c'est pas figé. Les choses, elles peuvent bouger tout le temps, à chaque moment. Et c'est vous qui détenez les clés, en fait, pour en faire quelque chose d'autre. Donc voilà, je vous laisse quelques minutes pour réfléchir à ça. Et une fois que vous aurez réfléchi à ça, mais je vous invite aujourd'hui, demain, dans la semaine, à ouvrir le dialogue autour de vous, dans votre milieu professionnel, ouvrir la parole avec d'autres collègues, d'autres personnes qui partagent le même travail que vous, pour aller vraiment re-questionner la façon dont on vit notre travail et la façon dont on a l'impact sur notre travail, tout simplement. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous à des personnes que vous pensez pouvoir être intéressées au travail, à vos collègues, pour vraiment faire bouger ces notions de travail, de plaisir, d'émotion au travail, se donner le droit d'exprimer, en fait, de parler tout simplement. Je vous invite à vous abonner pour ne pas louper la suite du programme. Dans 2 semaines, ce sera une interview avec Delphine de l'entreprise Intersimple qui viendra nous parler de comment vivre serein dans un monde en crise, qui va venir traiter de la question aussi des enfants. Est-ce que j'ai envie d'avoir des enfants dans un monde comme ça? Comment, dans quel but? Enfin voilà, de parler de sens, de parler de vie, parler de projection et de sérénité, parce que oui, même dans un monde en crise, on peut trouver des espaces sereins. Je vous invite à vous abonner pour ne rien louper et à me mettre des commentaires, du coup me dire comment vous avez ressenti l'épisode. Vous pouvez me suivre sur Instagram ou Facebook aussi. Je vous souhaite une très belle journée sur ces questionnements qui, j'espère, vous auront un peu donné de la lumière pour avancer. Et puis à très bientôt.